Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Depuis que vous avez lancé cet épisode, il y a environ 10 secondes, les habitants de notre planète ont consommé 1,5 million de litres de pétrole. Pas facile à visualiser, je vous l'accorde. Alors dites-vous qu'à la fin de cette introduction, dans environ 45 secondes, nous aurons consommé un volume de pétrole équivalent à la pyramide du Louvre. Si nous restons aussi dépendants des énergies fossiles, c'est parce que tout notre système repose dessus, pour nous déplacer, pour nous chauffer, pour fabriquer le téléphone sur lequel vous écoutez cet épisode. Mais attention, en France, il y a un piège. Notre électricité étant largement décarbonée, nous avons le sentiment d'être déjà sortis des énergies fossiles. Et pourtant, en prenant en compte toute la chaîne de valeur et nos importations, l'empreinte carbone d'un Français est supérieure à celle d'un Chinois. Le constat étant fait, comment sortir des énergies fossiles et que peut-on faire à notre échelle ? Pour ce 3e épisode de Comment est votre climat, je reçois un expert du monde de l'énergie. Bonjour Maxence Cordiez. Bonjour. Merci de me recevoir à Paris, dans vos locaux. Alors Maxence Cordiez, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si vous êtes un peu une star sur les réseaux sociaux, presque 70 000 abonnés sur LinkedIn quand même, c'est pas tout à fait anodin. Pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de vous connaître ou de vous suivre, donc vous êtes ingénieur, vous avez travaillé longtemps au CEA, vous êtes diplômé de chimie ParisTech, vous avez une maîtrise, alors ça j'ai dû le noter, maîtrise en cycle du combustible nucléaire, parce que quand même ça n'arrive pas tous les jours que je rencontre quelqu'un qui a cette maîtrise, donc je me suis fait une petite note. Et avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, qui sera le cœur du podcast aujourd'hui, c'est-à-dire l'énergie, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, et justement ce volet formation, ce n'est pas tout à fait anodin que je cite vos études, parce que j'aimerais justement savoir les ingénieurs aujourd'hui qui sont au cœur de la machine, qui fabriquent, qui sont au cœur de la décarbonation, que ce soit dans le nucléaire, dans l'aviation, dans ces grosses industries. Quand vous êtes formés, est-ce qu'on vous parle de climat ? C'est une bonne question. À mon époque, assez peu finalement. Donc, je suis ingénieur chimiste à la base. À mon époque, on parlait pas mal de chimie verte, entre guillemets, c'est-à-dire comment réduire l'impact environnemental des procédés chimiques, la production de plants, comment réduire les impacts environnementaux des procédés. Mais on parlait assez peu de climat. Je sais que ça a beaucoup changé, même dans l'école que je vais, parce que maintenant, je suis amené à intervenir, à donner des cours justement dans des filières de sensibilisation aux enjeux environnementaux des étudiants, et donc la plupart des écoles maintenant ont inclus dans leur cursus des enjeux liés au climat, à l'énergie, aux ressources, mais c'est arrivé je pense dans les 5-6 dernières années principalement. Alors aujourd'hui vous êtes devenu, alors au-delà de votre carrière professionnelle, ce qu'on peut appeler presque un influenceur sur les réseaux sociaux. J'aime pas trop ce terme, je sais pas forcément d'influencer les gens, mais oui, enfin je vois ce que vous voulez dire. Enfin un influenceur en tout cas sérieux sur les questions énergétiques. Vous n'êtes pas là pour promouvoir des modes de vie dans des jets à Dubaï, au contraire. Mais vous parlez de l'énergie, vous avez même lancé récemment des shorts. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les shorts sur YouTube, c'est l'équivalent du reel sur Instagram, disons, où vous faites de la pédagogie sur les sujets énergie sous le prisme du climat. On n'est pas obligé de parler d'énergie sous le prisme du climat, ça veut dire que vous avez une sensibilité. Comment est-ce que vous vous êtes sensibilisé aux enjeux climatiques ? Disons que après avoir été diplômé, je travaillais au début vraiment sur des questions énergétiques techniques, de physique neutronique, de la thermohydraulique. Et après, je suis parti à Londres où j'ai travaillé sur donc c'était à l'ambassade de France au service nucléaire. J'ai commencé à travailler sur des questions énergétiques plus larges, ce qui m'a amené à ouvrir un peu l'horizon. J'ai commencé à me renseigner sur l'énergie de façon plus large, sur les questions climatiques aussi qui sont arrivées très rapidement. J'ai pris conscience de l'ampleur des enjeux. Il y a vraiment un enjeu existentiel derrière les questions climatiques, et tout ça est systémique, c'est-à-dire que on peut pas parler de décarbonation, c'est-à-dire se passer des combustibles fossiles qui représentent 80% de l'énergie qu'on consomme au niveau mondial aujourd'hui, sans s'intéresser à toutes les énergies, au rôle de ces énergies dans la société. Toutes ces questions-là doivent être abordées dans leur globalité. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me renseigner là-dessus, à me sensibiliser à ces questions. Et alors, quand on est ingénieur, quand on est spécialiste de ces questions, est-ce qu'on arrive à passer l'étape de on finira bien par y arriver, la technologie nous sauvera ? Oui, parce que ingénieur, en fait, c'est
C'est avant tout des compétences techniques de compréhension des systèmes et en termes de conception aussi des systèmes. Donc justement, je pense que c'est la bonne approche pour aborder les questions climatiques qui sont intrinsèquement systémiques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne le système climatique. Alors là, il y a tout un tas de travaux de recherche derrière tout ça. Comment fonctionne le système énergétique. Et après, on peut regarder l'ensemble des leviers dont on dispose et essayer d'évaluer le potentiel de ces leviers en termes de consommation de ressources, d'enjeux industriels, d'enjeux économiques. Alors, c'est pas que de l'ingénierie, ça reboucle aussi avec des aspects sociaux, économiques, industriels, de délai de déploiement. Et très rapidement, on se rend compte que les seules solutions technologiques ne suffiront pas à répondre à l'enjeu. Prenons l'avion que vous mentionniez tout à l'heure. On peut faire des carburants bas carbone. On sait faire. A priori, on sait faire des carburants à partir de n'importe quelle matière carbonée. Et de fait, pendant la guerre, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands faisaient déjà des carburants à partir de charbon, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc on peut faire du carburant à partir de biomasse, à partir de CO2 de récupération, etc. La question, ça va être la question du coût et la question du gisement mobilisable. Si on veut faire du carburant à partir d'hydrogène électrolytique et de CO2 de récupération, il faut produire l'hydrogène. L'hydrogène, on va le produire à partir d'électricité. Donc quelle quantité d'électricité bas carbone on va pouvoir dédier à ça dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Il va y avoir des limites. Et en fait, quand on regarde l'ampleur des besoins, on se rend compte que ces carburants-là vont rester durablement très limités en volume et très cher. Donc si l'enjeu c'est de décarboner les derniers vols long courrier parce qu'on estime que c'est effectivement important dans les diplomates à l'autre bout de la terre, qu'il y a des familles recomposées, etc., que les gens ont quand même besoin dans certains cas de se déplacer, oui, c'est envisageable pour un coût élevé. Si l'idée c'est de faire croître le trafic Paris-Barcelone à 15 €, c'est complètement inenvisageable. Et ça, quand on étudie le système, on s'en rend compte assez rapidement. Et ça amène à avoir une vision assez nuancée, c'est-à-dire qu'on ne résoudra pas le problème uniquement avec de la sobriété en disant il suffit que les gens vivent avec leur famille, leurs parents, leurs grands-parents dans un appartement de 30 mètres carrés qui ne se déplacent plus. Oui, sur le papier c'est possible, les gens ne le feront pas. Donc cette approche-là est irréaliste. Et de la même manière, dire on va rien changer à notre vie et en fait on va faire l'avion vert, la voiture verte, ceci, cela, c'est pas non plus réaliste. Et toute la difficulté, c'est de trouver un chemin de crête qui soit à la fois techniquement, technologiquement, économiquement et socialement réaliste pour atteindre l'objectif qui est se passer des combustibles fossiles, à la fois pour des raisons climatiques et des raisons de sécurité d'approvisionnement énergétique, parce que les combustibles fossiles, bien qu'abondants, ne sont pas illimités, et l'accès durable à ces combustibles fossiles pose aussi problème. Ce que vous me dites, vous l'expliquez régulièrement sur les réseaux sociaux, je le disais en début d'émission, vous faites un travail de pédagogie, alors au début sur Twitter, ensuite X avant de déserter comme beaucoup de monde, maintenant sur LinkedIn, ensuite sur YouTube. Récemment, dans les précédents épisodes de Comment est votre climat, je discutais avec Jean Jouzel et aussi Eva Morel de Quota Climat, et on cherchait en fait les bonnes courroies de transmission pour communiquer, parce que finalement c'est très difficile de prendre un rapport du GIEC, de se plonger dedans, voilà, c'est difficile, c'est technique. Il faut des courroies de transmission. Vous avez trouvé finalement votre courroie de transmission à travers ça? Je ne dirais pas que j'ai trouvé ma courroie de transmission, j'ai trouvé certaines courroies de transmission, mais cette question-là, en fait, est une question que je me pose depuis plusieurs années. Sur LinkedIn, je parle des gens qui s'intéressent à la question, qui pour la plupart sont déjà convaincus des enjeux, de l'importance des enjeux énergétiques et climatiques. Alors, je suis pas forcément d'accord surtout avec toutes les personnes qui me suivent sur LinkedIn, mais en tout cas, ce sont des gens qui s'intéressent au sujet. Mais comment toucher les gens qui n'ont pas du tout été confrontés au sujet climatique, énergétique, parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser à tout, à la politique de justice, d'éducation, de défense, d'énergie, etc. La plupart des gens ont un métier qui est très prenant. Éventuellement, ils vont s'informer un peu en regardant le JT le soir ou en étant abonnés à un journal. Ils vont jamais être abonnés à 4 ou 5 journaux pour pouvoir comparer l'information. Et comment amener ces gens-là à ces sujets-là pour pouvoir leur expliquer, pour qu'ils comprennent un enjeu qui les concerne. Ça, c'est quelque chose qui est pas évident. Et les réseaux sociaux sont un miroir déformant d'une certaine manière. Ils fédèrent des communautés. Vous citiez LinkedIn, Twitter, etc. Il n'y a pas un LinkedIn, il n'y a pas un Twitter. En fait, il y a plein de communautés dans LinkedIn. Et je ne vois jamais passer la plupart des utilisateurs de LinkedIn, même que eux ne me voient jamais passer. À l'époque où j'étais un peu plus présent sur Twitter, je sais et pour les avoir cherchés, il y a des communautés anti-vax, des communautés qui s'intéressent à plein de trucs, mais moi je les vois pas passer parce que mon réseau n'est pas lié à ça. Et leur réseau n'est pas lié au mien. Donc en fait, réussir à toucher des nouveaux publics, c'est quelque chose qui est vraiment
qui n'est vraiment pas évident et qui doit passer, je pense, au-delà des réseaux sociaux par plein de leviers. Éventuellement des livres, des bandes dessinées, des émissions, des documentaires, des films, de l'art, beaucoup de choses qui sont pas toujours faciles à saisir. Ah, vous avez raison, et puis l'algorithme aussi fait qu'on reste un peu dans notre bulle, on voit ce qui nous plaît et donc on revient sur les réseaux. Vous n'êtes pas le seul ingénieur populaire sur les réseaux. Il y a un certain Jean-Marc Jancovici qu'on entend énormément sur les réseaux, à la radio. Bien plus populaire que moi. Très, très populaire, notamment aussi avec sa BD Le Monde sans fin, avec Blin. Donc des ingénieurs prennent la parole, des ingénieurs font de la pédagogie. Et pourtant, après 6 rapports du GIEC, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Plus de 33% de la population française climato-sceptique. Alors, c'est pas uniforme. Il y a ceux qui disent que le réchauffement n'a pas lieu, d'autres qui disent qu'il a lieu, mais que ce n'est pas d'origine anthropique. Mais c'est une forme de climato-scepticisme. On pourrait avoir cette conversation il y a 25 ans et éventuellement trouver des solutions. Mais là, on est en 2025. Qu'est-ce qu'on a mal dit ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Les rapports du GIEC ne sont pas si accessibles que ça. Alors certes, le résumé pour décideurs qui fait quelques dizaines de pages est bien plus accessible que le rapport qui fait plusieurs milliers de pages, mais tout ça reste technique et les gens n'ont pas forcément ni le bagage scientifique déjà pour lire ça, ni le temps à consacrer à ça. Et cette pédagogie autour des enjeux climatiques, alors je ne sais pas quel est le système éducatif aujourd'hui, j'imagine que ça a changé. Peut-être et probablement que les enfants, les adolescents sont davantage sensibilisés à ces questions aujourd'hui, mais tous ceux qui ont été formés il y a quelques années ou quelques décennies n'ont pas connu ça. Donc pour pouvoir toucher ces gens-là, c'est pas évident, et c'est là, je pense, que les médias ont aussi un rôle à jouer de pédagogie, d'expliquer, de ne pas faire passer les mauvais messages, même des fois par des blagues mal senties, du genre un jour où il fait froid en hiver, il fait froid, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, c'est assez délétère parce que ce sont des messages qui semblent logiques aux gens, alors qu'ils sont faux. La météorologie et la climatologie sont deux choses très différentes. On peut avoir des mesures extrémales à certains moments, ça ne veut pas dire que la moyenne est représentative d'une mesure donnée. Est-ce que vous êtes co-anxieux, Maxence ? Je l'ai été, je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Quand j'ai commencé à me plonger dans ces questions-là, effectivement, ça a été assez difficile d'admettre que le réchauffement climatique était vraiment grave, qu'on ne faisait pas les efforts nécessaires pour pouvoir le limiter, qu'on pourrait faire beaucoup plus, et même beaucoup plus sans forcément rogner beaucoup sur nos niveaux de vie. Alors, pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir faire des efforts significatifs, mais il y a quand même déjà beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qui ne demanderaient pas beaucoup d'efforts, et même ça, on ne le fait pas toujours. En fait, c'est comme un travail de deuil, c'est-à-dire que il faut le temps de digérer ça, et au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'est pas mon action personnelle qui changerait tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. J'essaie de faire ce que je peux à mon échelle, à la fois dans ma vie personnelle, mais aussi en termes de vulgarisation, pour essayer de sensibiliser les gens, de faire bouger des choses, aussi via l'Institut Montaigne, donc un think tank que j'ai rejoint il y a un an, donc essayer de pousser des idées qui vont dans le bon sens. Après, il ne faut pas s'empêcher de vivre, être malheureux par anticipation de ce qui pourra arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, je suis beaucoup plus serein vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire que je suis optimiste vis-à-vis de ce qui va se passer. Prenez plus de recul. Voilà. Vous êtes encore jeune, on a à peu près le même âge. Et si vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans, à travers le prisme du réchauffement climatique ? Non, clairement pas. Le réchauffement climatique, les questions énergétiques vont faire évoluer profondément le monde dans lequel on vit dans les décennies à venir. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai conscience. Après, c'est toujours difficile d'imaginer. Quand j'imagine mon futur personnel dans 10 ans ou dans 20 ans, j'ai du mal à l'imaginer très différemment du futur de quelqu'un qui est à peu près dans ma situation avec 20 ans de plus, parce que c'est difficile d'imaginer quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas forcément une cohérence entre ce que je peux imaginer sur le plan personnel et ce que je peux imaginer pour la société dans son ensemble. Maxence Cordiès, venons-en au cœur du sujet, l'énergie, votre spécialité, vous, l'influenceur. J'ai envie de vous appeler l'influenceur énergie. Allez-y. Nous avons
en France, 56 réacteurs nucléaires. On a un peu de mal à s'imaginer que nous sommes une exception, finalement. Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas 56 réacteurs nucléaires? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas des réacteurs décarbonés et puis finalement le problème s'est réglé? Parce que certains pays ont des combustibles fossiles dans leur sous-sol. La réponse est un peu rapide, mais globalement, c'était celle-là. Pourquoi est-ce que la France a 56 réacteurs nucléaires ? C'est parce qu'au moment du choc pétrolier, le prix du pétrole augmente très rapidement. Et là, tous les États européens qui avaient pour la plupart peu d'hydrocarbures, à part quelques exceptions, pays nordiques, Royaume-Uni, etc., s'interrogent quant à leur devenir. Et c'est à ce moment-là que la France a lancé le plan Messmer de construction massive de réacteurs pour pouvoir économiser du pétrole, donc arrêter d'utiliser du pétrole pour la production d'électricité, réduire aussi la consommation de charbon parce qu'on avait peu de charbon dans notre sous-sol. Et d'autres pays, je pense par exemple à l'Allemagne qui avait du charbon, a fait le même choix, mais d'une manière beaucoup moins marquée. C'est-à-dire qu'ils ont développé des réacteurs nucléaires, mais beaucoup moins parce qu'ils avaient des réserves colossales de charbon. Pareil pour le Royaume-Uni qui a développé du nucléaire mais qui avait des hydrocarbures notamment du gaz et du pétrole et qui donc avait moins d'enjeux existentiels à développer massivement du nucléaire. Donc c'est pour ça que le nucléaire s'est beaucoup développé dans les années 70 et 80 mais particulièrement en France parce qu'il y avait peu d'autres ressources. Et finalement il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de ressources dans le sous-sol. Alors je vais être volontairement cynique et provocateur, mais étant donné qu'on sait que le nucléaire est très décarboné, pourquoi est-ce que tous les pays du monde aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques de rejet de gaz à effet de serre de différentes énergies, ne se mettent pas tous au nucléaire ? Les choix d'investissement se font beaucoup moins sur des questions climatiques que sur des questions économiques. Le choix du nucléaire en France n'a pas été fait pour le climat. D'ailleurs, dans les années 60-70, on parlait très peu de climat. Il a été fait pour des raisons de sécurité d'approvisionnement énergétique quand le pétrole a commencé à coûter très cher. Ensuite, il y a eu le contre-choc pétrolier, donc le prix du pétrole est bien redescendu et le nucléaire a fait un retour en grâce quand le pétrole a commencé à coûter de nouveau beaucoup plus cher dans les années 2000, troisième choc pétrolier. Pas de chance, en 2011, l'accident de Fukushima est arrivé et donc ça a cassé vraiment cette tendance-là, c'est-à-dire qu'il y avait un regain d'intérêt pour le nucléaire qui a pris fin brutalement au moment de 2011. Dans les années qui ont suivi, le nucléaire a perdu en attractivité, notamment parce que le boom du gaz de schiste aux États-Unis a fait diminuer le prix du gaz sur les marchés, donc on avait accès à du gaz abondant et bon marché. Les pays qui font leur choix essentiellement sur des critères économiques se sont dit finalement le gaz est bon marché, donc vu qu'il est bon marché il est compatible avec les enjeux climatiques, c'est plutôt comme ça qu'ils l'ont dit, alors qu'en fait le gaz fossile n'est pas du tout compatible avec les enjeux climatiques et le nucléaire est revenu en position de force au moment. Ça a commencé un peu au moment du Covid, quand on a pris conscience de certaines dépendances industrielles et du fait que ça, en cas de crise, ça pouvait représenter des fragilités. Et vraiment, au moment où la Russie a commencé à instrumentaliser le levier du gaz à l'encontre de l'Union européenne. Et en parallèle de ça, les énergies renouvelables se sont développées, les coûts se sont réduits et certains États se sont dit finalement... Est-ce que un choix qui reposerait sur des énergies renouvelables et du gaz, qui est pas parfait mais qui finalement sera toujours moins carboné que du charbon, ne serait pas suffisant dans un contexte où on n'aime pas le nucléaire? Et donc l'ambiance dans les années 2010 était plutôt celle-là, c'était plutôt gaz plus renouvelable. J'aimerais qu'on reste en France quelques minutes avant de passer à la suite. Fin 2022 environ, le gouvernement français a énormément communiqué sur la crise énergétique. Il a été demandé à la population de baisser son chauffage à 19 degrés, de décaler ses machines, voilà, de faire un effort de sobriété finalement. Et depuis, plus rien. Est-ce que la crise énergétique est terminée ? Le cœur de la crise énergétique, oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment de la crise énergétique ? Ça, c'est vraiment un cas d'école d'instrumentalisation de l'énergie par un État à l'encontre d'autres. Le Covid arrive, le confinement, l'activité économique ralentit, donc l'Europe consomme moins de gaz. La Russie nous en vend moins, jusque-là, pas de problème. En 2021, l'activité économique repart, l'Union européenne veut acheter davantage de gaz, et là, la Russie refuse d'en vendre davantage, on fait même du chantage à Nord Stream 2. Nord Stream 2, c'est un gazoduc entre l'Allemagne et la Russie, qui n'a jamais été mis en service, et là, la Russie, en septembre, dit on vous vendra davantage de gaz si vous mettez en service Nord Stream 2.
En parallèle de ça, un certain nombre d'États européens avaient sous-traité la gestion de leurs stocks nationaux de gaz à l'opérateur Gazprom. Donc des stocks qui étaient sur leur territoire étaient gérés par l'opérateur national gazier russe Gazprom. Et à l'été 2021, Gazprom ne remplit pas ses stocks. En fait, les stocks, on les remplit tous les étés pour avoir accès à du gaz en hiver parce qu'on en consomme davantage en hiver pour le chauffage. Donc on voit que déjà à l'été 2021, plusieurs mois avant le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie commence à préparer une crise du gaz. Fin 2021, elle réduit les livraisons de gaz, donc elle crée une première crise, et ce n'est qu'en février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine, que la Russie rouvre les robinets du gaz. Ce qui était un moyen de dire à l'Europe, vous voyez, c'est nous qui tenons les robinets, maintenant on envahit l'Ukraine, si vous ne vous mêlez pas du conflit en Ukraine, vous aurez accès à du gaz bon marché, mais sinon c'est nous qui tenons le robinet. De fait, l'Union européenne a aidé l'Ukraine et la Russie a coupé l'essentiel de l'approvisionnement en gaz. Le fait que la Russie coupe vraiment l'accès au gaz a créé le cœur de la crise énergétique, c'est-à-dire qu'à l'été 2022, là, l'Union européenne a lancé un signal au marché disant on est prêt à acheter du gaz n'importe quel prix parce qu'il faut à tout prix qu'on remplisse nos stocks pour passer l'hiver 2022-2023. Donc là, on a acheté du gaz russe et américain sous forme de GNL qu'on a en partie non pas acheté aux Russes et aux Américains mais aux Chinois, qui avaient des contrats de long terme avec les Russes et les Américains et qui voyaient un intérêt à nous le revendre parce qu'on était prêt à payer des prix déliants. Donc ça a entraîné une destruction de demande en Europe, autrement dit des faillites d'entreprises, des réductions de production, de la précarité énergétique dans certains pays, même si la France a été plutôt préservée parce que des boucliers tarifaires vraiment forts ont été mis en place. Et après, en 2023, le prix du gaz a commencé à redescendre et là, aujourd'hui, alors il est certes plus haut qu'avant la crise, mais ça n'a rien à voir avec le 2022-2023. Par contre, on ne peut pas dire ce que sera le prix du gaz dans les années et décennies à venir. On peut tout à fait imaginer des scénarios dans lesquels le prix du gaz sera très faible et des scénarios dans lesquels le prix du gaz serait élevé. Si par exemple la croissance en Chine repart fortement, qu'il y a des tensions, que certains terminaux de liquéfaction de gaz ne voient pas le jour dans les délais prévus, que la Russie réduit encore ses livraisons de gaz, elle livre encore un quart du gaz qu'elle livrait à l'Europe avant la crise. L'exposition aux combustibles fossiles, c'est aussi un risque de crise. Vous utilisez le mot scénario, ça tombe bien, j'allais sur ce terrain-là. Quel serait un scénario parmi ceux proposés par RTE notamment, donc RTE qui s'occupe du transport de l'électricité en France. Il y a quelques temps, donc cette institution publique a proposé plusieurs scénarios pour une France décarbonée avec plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de renouvelables. Quel scénario nous mettrait à l'abri de notre dépendance aux énergies fossiles ? Tous et aucun. Je vais expliquer. Alors tout d'abord, le travail effectué par RTE en 2021, des futurs énergétiques 2050, mérite vraiment d'être salué. C'est un travail colossal qui a été mené pendant 2 ans et qui a permis de bien dépassionner le débat autour de l'énergie en France en quantifiant différentes trajectoires contrastées et avec une méthodologie tout à fait rigoureuse. Donc RTE a fait plusieurs scénarios de demande, plusieurs scénarios d'offres, avec plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de renouvelables, comme vous le disiez. Mais tout d'abord, un point conceptuel, un scénario n'est jamais un futur possible. Parce que, quel que soit celui qui fait le scénario, RTE, l'AIE, l'ADEME, Negawatt, etc., on ne peut pas tout modéliser la société. Typiquement, les rétroactions sur l'économie sont très mal modélisées, voire non modélisées, parce qu'on n'a pas les modèles pour ça. Donc on peut tout à fait imaginer un scénario qui sortirait de l'énergie, on ne consomme plus du tout d'énergie, il n'y a plus aucune machine qui tourne, et on a toujours de la croissance économique, parce que la croissance économique, c'est un paramètre d'entrée, pas de sortie. On dit au modèle, j'ai 3% de croissance économique sur 50 ans, le modèle ne va pas recalculer ça. Donc il y a pas mal de choses comme ça, et ensuite, les hypothèses sont intrinsèquement discutables. Combien d'appartements et de logements on arrivera à isoler d'ici 2050 et à quel niveau ? C'est une hypothèse. Et typiquement, dans les scénarios de RTE, qui s'appuient sur la stratégie nationale bas carbone, on part du principe qu'on réussit nos politiques d'isolation. En 2030, tous les bâtiments sont catégorie A ou B. Alors, pour les auditeurs qui ont loué, acheté, vendu un appartement ou une maison récemment, des bâtiments catégorie A ou B, on en trouve peu quand même sur le marché. Donc ça, déjà, on voit que c'est une hypothèse qui est très forte. Combien coûteront les métaux ? Combien coûteront des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Quelle est la capacité de la filière industrielle à construire des réacteurs ? Est-ce qu'ils en construiront 6, 10, 14, 16 ? Quelle est l'acceptabilité de l'éolien terrestre ? En fait, tout ça, on doit prendre des hypothèses là-dessus. Et donc, la différence entre ce qui va se passer et un scénario, elle découle à la fois de la différence entre ce qu'on a modélisé et le monde réel et des hypothèses.
Ainsi, quand on fait une stratégie énergétique, en s'appuyant sur des scénarios, on ne peut pas prendre un scénario comme une recette de cuisine. Il faut anticiper l'échec. Et donc, se dire, si par exemple on n'arrive pas à construire autant de réacteurs nucléaires que prévu, ou pas autant d'éoliennes que prévu, ou on n'arrive pas à isoler autant de bâtiments que prévu, on n'arrive pas à flexibiliser la demande, etc. Comment est-ce qu'on retombe sur nos pieds ? Et donc, il faut se redonner des marges de manœuvre en surdimensionnant différentes trajectoires et en revoyant régulièrement l'évolution du système énergétique pour voir quelle filière surperforme, quelle filière sous-performe, et est-ce qu'on est toujours dans les clous. Typiquement, 2021, c'est pas il y a si longtemps, mais on voit déjà des déviations par rapport à ces scénarios de RTE, notamment sur la demande électrique. La demande électrique devait croître beaucoup dans ces scénarios-là parce qu'on partait du principe qu'on allait réindustrialiser. Et à contrario, c'est une crise énergétique et une désindustrialisation qui se sont matérialisées. En plus du fait qu'on a des politiques qui ne sont pas spécialement favorables à l'électricité, avec une surfiscalité de l'électricité par rapport au gaz fossile, ce qui est une aberration. Voilà. J'aimerais maintenant venir à un petit ouvrage que vous avez écrit il n'y a pas si longtemps. Pour nos auditeurs qui peuvent entendre les pages se tourner, on aime bien sentir l'odeur des livres. Bon, là, les auditeurs ne peuvent pas, mais à défaut, ils peuvent l'entendre. Vous avez écrit Énergie dans la collection Fake or Not. C'est chez Tana Édition. Il y a environ une dizaine de livres dans cette collection. Alors, il y a sur l'adaptation, il y a sur l'eau, il y a sur la biodiversité. Vous êtes collé à la question de l'énergie, évidemment. Alors, c'est un livre que je trouve assez passionnant déjà sur le fond, mais hyper intéressant sur la forme. Parce qu'on parlait du fait de sortir de la bulle. On est des gens de climat qui parlent de climat, d'autres de climat. Et ce que vous disiez, les gens qui vous suivent sur LinkedIn, finalement, c'est peut-être des gens qui connaissent déjà un peu le sujet. Dans ce livre, finalement, il y a des infographies, il y a des graphiques, des explications, il y a des chiffres en exergue, il y a des couleurs partout. Et finalement, on pourrait le lire un peu dans n'importe quel ordre, et s'y plonger, et trouver un chiffre, et lire ça une fois de temps en temps. Il est vraiment passionnant et extrêmement accessible. Peut-être un mot très rapide sur la genèse de ce livre. C'est un éditeur qui est venu voir. C'est vous qui vouliez vulgariser au-delà des réseaux sociaux à travers le papier ? Oui, c'est par quelqu'un que je connaissais qui a donné mon nom à l'éditeur, Tana Édition, et quand Tana m'a proposé le projet, ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'était justement la forme. En fait, mon bouquin sur l'énergie, sur le climat, il y en a un certain nombre, alors certains meilleurs que d'autres, il y en a qui sont excellents, d'autres moins. Parmi les bouquins excellents, d'ailleurs, je vais en recommander un, 100 questions sur le climat. Si on cherche un bouquin sur le climat, c'est peut-être le meilleur en termes de livres vulgarisés que j'ai pu lire. Et donc, ce que je me disais, c'est que certes, les gens qui veulent se renseigner sur le climat ou l'énergie, il y a des livres très poussés qui peuvent exister, très intéressants, ou Or Noir, la grande histoire du pétrole de Mathieu Ozano, mais c'est un livre qui fait plusieurs centaines de pages, donc il faut être un minimum motivé. Et là, le format de ce livre-là, avec beaucoup d'illustrations, d'infographies, un livre qui peut être ouvert à n'importe quelle page, et le lecteur peut commencer un peu n'importe où. Ça permet pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de temps à y consacrer, pas forcément un très très grand intérêt, de se plonger dans la question, de voir si ça l'intéresse, d'en retirer éventuellement quelque chose sans y consacrer forcément beaucoup de temps. Donc c'était un moyen de toucher des nouveaux publics. Alors bon, moi j'ai été bon élève, je l'ai lu dans l'ordre. Bon, j'étais plutôt mauvais élève quand j'étais jeune, mais sur les livres, je suis plutôt bon élève. Dès le début, en fait, vous commencez presque par un regret. Vous dites que l'énergie est absente du débat public. Pourquoi ? Par manque de culture scientifique, par manque d'intérêt ? Je pense qu'il y a de ça, effectivement. L'énergie, c'est quelque chose qui est relativement complexe, qui nécessite de s'y intéresser un peu et qui n'est pas manichéen. C'est quelque chose d'assez subtil. Or, le politique aime bien les sujets manichéens qui permettent de s'opposer. Et donc, le nucléaire est souvent vu comme un moyen de cliver le discours politique pour bien différencier les partis. Je suis pro-nucléaire anti-renouvelable, je suis pro-renouvelable anti-nucléaire, mais sans vraiment se poser la question des sujets de fond. Pourquoi notre système énergétique fonctionne aujourd'hui comme il fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'on s'appuie autant sur les combustibles fossiles ? Ça, c'est déjà une question qui est extrêmement importante à comprendre si on veut faire évoluer notre système. Et après, comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre système en préservant le plus possible le cœur des services aujourd'hui rendus par les combustibles fossiles ? Mais tout ça, ce sont des sujets qui sont passionnants, mais qui nécessitent d'y passer un petit peu de temps, de prendre le temps d'en discuter, d'avoir des positions un peu nuancées. On ne fait pas des slogans avec ça. Dans votre livre, vous donnez quelques chiffres très frappants sur lesquels j'aimerais m'arrêter. On ne peut pas les rater, les chiffres dans votre livre. Ils sont en général dans des couleurs très très claires sur des fonds encore plus clairs. On ne peut vraiment pas les rater. Et alors, c'est vrai que je me suis amusé à regarder un petit peu. À un moment, vous parlez de la quantité d'énergie consommée chaque jour dans le monde. Alors, j'avais une idée de l'ordre de grandeur, mais quand même, on arrive dans des chiffres complètement dingues. 16 milliards de litres de pétrole par jour,
11 milliards de mètres cubes de gaz, 22 millions de tonnes de charbon. Où est-ce qu'on trouve autant d'énergie? À chaque génération, j'ai l'impression que ce soit mon grand-père, mon père, des amis, on leur a dit bientôt il n'y aura plus de pétrole. Du pétrole, il y en a. Du pétrole, il y en a beaucoup, même du charbon, du gaz aussi. La question, c'est pas, et ça n'a jamais été la dernière goutte de pétrole. C'est plutôt, si je dois comprendre la question sous l'angle de jusqu'à quand est-ce que ça peut se poursuivre, c'est assez difficile d'y répondre, mais c'est plutôt la question d'un accès de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que au 19e siècle, pour trouver du pétrole, c'était à la surface du sol. Donc le prospecteur allait avec un truc qui ressemblait à une barre à mine au milieu de la Pennsylvanie. Il tentait sa chance un peu n'importe où. Quand il y avait de la chance, il tombait sur un gisement de pétrole. Ça faisait un gusher, un geyser de pétrole. Et puis après, il le récupérait tant bien que mal. Il en mettait partout. C'était extrêmement polluant, mais c'était facile de chercher du pétrole. C'était très dangereux. Les gens vivaient pas longtemps, mais c'était facile. Puis après, on a dû chercher plus profond, de plus en plus profond. Aujourd'hui, on va trouver des gisements en mer ultra profond, donc plusieurs kilomètres d'eau et de terre. Ce sont des conditions extrêmes ou des hydrocarbures non conventionnels. C'est-à-dire que le pétrole, historiquement, on allait le chercher dans des roches réservoirs qui étaient suffisamment perméables pour que le pétrole circule. Et donc, quand on ford du fait de l'action interne du gisement, le pétrole remonte. Maintenant, ce pétrole-là a passé son pic d'extraction dans les années 2000, donc chaque année on en extrait moins que l'année d'avant. Et si on arrive toujours à répondre à une demande structurellement croissante, c'est du fait des hydrocarbures non conventionnels, notamment les fameux pétroles de schiste américains. Donc là, c'est du pétrole qui est dans une roche insuffisamment perméable, donc il va fracturer avec de l'eau sous pression, la maintenir ouverte avec du sable, fluidifier le pétrole avec des solvants, et là on peut récupérer le pétrole. Mais c'est plus compliqué et ça demande de davantage travailler. Et là où on perd entre 4 et 6% de production par an sur un puits de pétrole conventionnel, sur un puits de pétrole de réservoir compact, on perd jusqu'à 70% de la production au bout d'un an. Ce qui veut dire que si on veut maintenir une production constante, il faut forer en permanence et fracturer en permanence. Et il y a des trucs qui sont beaucoup plus compliqués d'ailleurs que le pétrole de réservoir compact. Il y a les sables bitumineux canadiens. Là, c'est même pas du pétrole, c'est du bitume. Quelque chose de solide. Donc, il faut séparer le sable du bitume et après soit on mélange le bitume à des pétroles très légers pour faire un pétrole intermédiaire, soit on hydrogène le bitume pour casser les chaînes carbonées pour faire un pétrole de synthèse. Autrement dit, c'est un peu ce que les Allemands faisaient pendant la guerre à partir de charbon, c'est-à-dire que à partir d'une matière carbonée, on peut en faire une autre. Mais ça demande beaucoup d'énergie, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre et ça coûte très cher. Donc si on ne décarbone pas, en fait, on s'auto-condamne à aller chercher des produits polluants avec des méthodes de plus en plus polluantes. Oui, sauf que tout ça va avoir une limite. Les progrès technologiques font qu'aujourd'hui, il est rentable d'aller chercher des hydrocarbures de réservoirs compacts, mais à un moment, le fait de devoir aller chercher des ressources de plus en plus difficilement accessibles, les progrès technologiques ne vont pas pouvoir compenser ça ad vitam aeternam. Donc à un moment, ça va devenir de plus en plus compliqué, donc de plus en plus cher, et ça veut dire que certaines activités économiques qui aujourd'hui sont rentables avec un prix de l'énergie relativement faible, ne le seront peut-être plus. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu pendant la crise de l'énergie, alors là sur des délais beaucoup plus courts, mais si on augmente brutalement le prix du gaz ou du pétrole, des activités économiques doivent cesser. Et typiquement, qu'est-ce qui cesse ? C'est pas l'industrie du luxe qui est hyper rentable, ça va être les transports en commun, les régies de transport en commun qui généralement ont des très faibles marges, des coûts d'énergie importants, qui elles doivent réduire leur trafic ou se retrouvent dans des situations complexes. Et face à ce constat, face à ces milliards de litres, ces milliards de mètres cubes de gaz, vous, moi, les gens qui nous écoutent, à notre maigre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre consommation d'énergie fossile au quotidien ? Qu'est-ce qui est le plus efficace en termes d'ordre de grandeur ? L'une des premières choses à faire, c'est probablement sur les transports. Déjà, prendre conscience de la consommation de carburant dans les transports. Donc là, il y a différents moyens d'agir là-dessus. Alors selon là où habitent les gens, alors si ce sont des endroits où il y a des transports en commun, privilégiez autant que possible les transports en commun. Si c'est une voiture, au moment d'acheter la voiture, si acheter la voiture la plus adaptée aux besoins possibles. Si on n'a pas une grosse famille, il n'y a pas besoin de prendre une grosse voiture. Si c'est pour faire du trajet quotidien, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très grande voiture. Si on a la possibilité, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais si on a la possibilité, prendre un véhicule électrique, faire du covoiturage, etc., etc. Ensuite, il y a la question du chauffage des bâtiments. On consomme beaucoup de gaz pour se chauffer. Donc là, il s'agit de moins de limiter le chauffage. On n'a pas besoin de chauffer les bâtiments à 22-23 degrés. Les chauffer à 19, c'est déjà pas mal. Donc ne pas hésiter à mettre un pull.
Pour les propriétaires, le jour où la chaudière tombe en panne, donc encore une fois, il ne s'agit pas de dire à des locataires de changer leur chaudière, ce n'est pas possible. Mais pour un propriétaire, le jour où la chaudière tombe en panne, vraiment se poser la question de remplacer une chaudière à gaz par autre chose qu'une chaudière à gaz, et typiquement une pompe à chaleur. Donc des choses comme ça. Et aussi sur la consommation, essayer de faire durer le plus possible les produits. Pas acheter des vêtements pas chers en permanence sur des sites à bas coût, essayer de faire durer son électronique le plus longtemps possible. L'empreinte carbone du numérique, c'est avant tout l'empreinte carbone des équipements, donc son téléphone, son ordinateur, essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Il y a un argument qui revient souvent, alors ça peut être un argument climato-sceptique ou alors juste un argument pour ne rien faire, c'est de dire que finalement la France, ça ne pèse qu'1% des émissions de CO2 et après tout, pourquoi ce serait à nous d'agir et pas aux autres ? Et la France, c'est quelle partie de la population mondiale ? 1 à 2%. Voilà. Donc en fait, oui, mais dans ce cas-là, si on découpe la population mondiale en fraction de 1%, personne n'a à agir. Et puis on peut même faire mieux, découper la population mondiale en fraction de 0,1%. Si on prend une région française, elle a encore moins à agir parce que dans ce cas-là, ça va être 0,2%. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, la Chine émet plus, mais parce que la Chine, c'est un pays beaucoup plus gros avec beaucoup plus de population. Si on prend une région chinoise, ça va être moins. En fait, la France émet beaucoup de gaz à effet de serre par habitant. Elle en a aussi émis beaucoup historiquement pour construire les infrastructures dont on profite aujourd'hui. Et donc tout le monde doit faire des efforts. Et on ne sera pas légitime pour aller voir des pays moins développés, comme l'Inde par exemple, pour leur dire faites des efforts pour décarboner, alors que les Indiens vivent beaucoup moins bien que nous. Donc si on veut être crédible dans les négociations climatiques, encore faut-il qu'on ait des succès à montrer en termes de décarbonation et qu'on dise chez nous où à peu près tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, mais à peu près tout le monde arrive à manger à un toit au-dessus de sa tête, on arrive quand même à faire des choses. Je pense que c'est quand même un élément de crédibilité important. Et finalement, si on prend en compte les émissions importées, un Français émet à peu près autant de CO2 qu'un Chinois. Proportionnellement. Oui, même davantage, oui. Ouais, même un peu plus. Ouais. Les émissions importées, c'est un peu plus de moitié de l'empreinte carbone des Français. Oui, il y a deux façons de compter les émissions. Il y a les émissions au sein du territoire, donc en comptant les exportations, et les émissions associées à la consommation, c'est-à-dire en enlevant les exportations mais en ajoutant les importations. Parce que typiquement, le micro avec lequel on parle là n'a probablement pas été produit en France, mais il sert aujourd'hui en France. Donc ce sont des émissions ce sont des gaz à effet de serre qui ont été émis pour un service en France. Et si on compte l'empreinte carbone, les émissions associées aux importations représentent plus de la moitié. Et quand on dit les émissions associées aux importations, ce ne sont pas les émissions des transports pour importer le bien, c'est essentiellement des émissions pour fabriquer le bien, extraire les matières et les transformer en ordinateur, téléphone, etc. Bon, je vérifierai l'origine de mes micros. Ils ne sont pas made in France, mais bon, il faut quand même que je vérifie d'où ils viennent. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, j'aimerais revenir sur ce qu'on peut appeler deux Eldorado énergétiques dont on entend beaucoup parler et qui sont un peu... alors, je ne sais pas si c'est une forme de techno-solutionnisme ou alors si on veut se dire que tout ira bien. C'est l'hydrogène et la fusion nucléaire. Si c'était si parfait, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas déjà partout ? Je vais commencer par le sujet le plus facile, la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est une perspective de très long terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrivera potentiellement en fin de siècle. Donc c'est important de faire de la recherche dessus parce qu'on en aura peut-être besoin. C'est toujours intéressant de préparer l'avenir et d'avoir accès à des énergies bas carbone plus tard. Mais c'est absolument pas une solution pour ce qui nous occupe dans les prochaines décennies, à savoir atteindre la neutralité carbone aux alentours de 2050. Donc ça, c'est vraiment un sujet de recherche et pas un sujet de décarbonation. L'hydrogène, c'est un peu plus subtil, c'est quelque chose qu'on utilise déjà. La France consomme à peu près 900 000 tonnes d'hydrogène, disons 1 million de tonnes par an. C'est beaucoup, je me rends pas compte. Ça dépend de ça dépend de ce qu'on veut dire, mais je vais quantifier un petit peu. Cet hydrogène est utilisé pour le raffinage de pétrole, pour fabriquer des engrais. Par exemple, les engrais azotés, on les fait à partir d'ammoniac. L'ammoniac, on le fait à partir d'hydrogène. Et l'hydrogène, on le produit aujourd'hui par vaporéformage de méthane principalement. C'est-à-dire, on prend des molécules de méthane, du gaz fossile, on les casse en deux, ça fait du CO2 et de l'hydrogène. Si on voulait décarboner les 40% de notre consommation d'hydrogène qui sont à peu près directement décarbonables. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi, mais il y a 40% qui sont un peu plus facilement décarbonables que d'autres. C'est l'hydrogène produit par vaporéformage de méthane, justement. Il faudrait l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires de 900 MW dédiés ou de 3000 éoliennes terrestres. Et là, je ne parle pas d'usage futur de l'hydrogène, je parle d'usage actuel. En fait, ça c'est pour dire que quand on parle d'hydrogène, déjà, il va falloir décarboner les usages actuels. Et ensuite, il va falloir décarboner des usages qui ne peuvent pas être décarbonés autrement. Je pense notamment à la métallurgie.
Aujourd'hui, quand on veut réduire un minerai oxydé, extrait de la mine, en métal non oxydé, on utilise du coke, par exemple, qui est un charbon métallurgique, et ça émet beaucoup de CO2. On pourrait faire de l'acier comme ça, sans utiliser de charbon, mais en utilisant de l'hydrogène. Et ça, c'est un moyen de décarboner une industrie qui est très carbonée. Donc l'hydrogène devrait être utilisé en priorité dans ces usages-là, éventuellement un peu pour faire des carburants de synthèse pour de l'aviation, ayant bien conscience des limites que ça présente, mais l'hydrogène va rester durablement très limité en volume et cher. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc oui, l'hydrogène représente un élément de solution pour certaines applications, pas du tout pour la mobilité routière à mon sens par exemple, parce qu'on a tellement besoin de l'hydrogène bas carbone ailleurs et sur des applications où on n'a vraiment pas d'alternative que c'est là qu'il faut le réserver, mais il ne faut pas s'emballer non plus sur son potentiel. J'aimerais revenir très rapidement sur le titre du dernier chapitre de votre livre. Ça s'appelle « La transition, ça fait mal ». Pourquoi ? Est-ce que la transition, ça ne peut être que du sang et des larmes ? Non, bon, là c'est plus la forme du livre qui voulait des phrases un peu catchy comme ça. Moi je suis pas très fan des phrases catchy, mais une chose est vraie quand même, c'est que la transition ne va pas se faire contre la population, ni même indépendamment de la population. Il y a un changement de mode de consommation assez profond qu'il va falloir faire si on veut se sevrer des combustibles fossiles. De toute façon, in fine, on se passera des combustibles fossiles parce que à terme, l'accès à ces combustibles fossiles va devenir de plus en plus compliqué. La question, c'est est-ce qu'on va le faire dans les temps pour garder un climat vivable et d'une manière qui soit confortable pour la population ou non. En gros, est-ce que c'est une sortie planifiée ou est-ce que c'est du sevrage forcé par de la pénurie ? Dans tous les cas, il va y avoir des concessions à faire, c'est-à-dire que décarboner la mobilité, par exemple, nécessite d'avoir une approche systémique qui nécessite de réduire le besoin de mobilité, donc rapprocher les lieux de vie, de travail, de consommation, aller en vacances, non pas à l'autre bout de la planète, mais pas très loin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Par exemple, il y a plein d'entreprises qui sont implantées un peu partout sur le territoire, mais qui n'optimisent pas les déplacements de leurs employés. Donc on peut avoir un employé qui fait 30 km dans un sens et un autre employé qui fait le même travail, qui fait 30 km dans l'autre sens. Donc là, il y a de l'optimisation qu'on pourrait faire et qui améliorerait même la vie des salariés. Donc, réduire le besoin de transport, développer les mobilités alternatives, que ce soit les transports en commun, le vélo, la marche à pied, etc. Améliorer l'efficacité énergétique des transports, donc améliorer l'aérodynamisme des véhicules, par exemple des camions qui ressemblent à des parpaings. On pourrait faire mieux en termes d'aérodynamisme, alléger les véhicules. Un SUV, c'est une aberration en termes d'aérodynamisme et de masse. Donc même en ayant des voitures pétrole, on va avoir des voitures pétrole qui consomment beaucoup moins. Et enfin, changer de vecteur énergétique, de l'électrification, du biogaz, etc., selon les usages pour décarboner. Donc il faut une vision systémique. Et ça ne peut pas se faire contre la population, parce que s'il faut acheter une voiture électrique, c'est quand même un consommateur qui va devoir à un moment faire ce choix-là. Si les gens doivent vivre dans des lieux, enfin on change l'urbanisme, ça a un impact sur la façon dont on consomme, dont on vit, dont on travaille. Donc ce sont des choses qui doivent être pensées avec la population. Donc la transition énergétique, c'est avant tout un sujet démocratique. On peut fixer les objectifs ensemble, dire pourquoi est-ce qu'il faut décarboner, mais le chemin pour y arriver doit être débattu avec la population, parce que sinon on n'y arrivera pas. Maxence Cordiès, pour clôturer cette émission, je pose toujours les deux mêmes questions et j'ai un petit cadeau pour vous aussi. Alors, pour être tout à fait transparent envers les auditeurs, il est 19h35, donc mon petit cadeau, vous n'êtes pas obligé de le prendre maintenant, je conçois que l'heure du dîner est proche. Donc en fait, mes deux questions, c'est, au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi pourriez-vous vous passer ? Et quelque chose auquel vous tenez, hein. Attention, pas de triche, parce que parfois on me dit des trucs un peu faciles. Non, vraiment, quelque chose auquel vous tenez. Les voyages en fusée. Ça vous arrive souvent ? Plus maintenant. Oui, on peut vraiment pas rien faire. Et de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Et moi, la réponse à cette deuxième question, ça va peut-être vous étonner, c'est une part de flan. Et donc, en fait, j'ai calculé l'empreinte carbone d'une part de flan au gramme près, ça m'a pris un peu de temps, et donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'une part de flan, c'est 446 grammes de CO2 par part, j'en mange 3 par semaine environ, ça fait 75 kg de CO2 par an, sur un objectif de 2 tonnes annuelles.
eh ben, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Donc je vous ai pris une petite part de flan. Ah bah merci. Voilà, donc j'apporte une part de flan à mes invités, avec grand plaisir. À mes invités à chaque émission, voilà, et à chaque fois dans la description du podcast, je mets d'où vient la part de flan. Alors voilà, j'essaye de trouver quand même une part. Il est beau et c'est une belle part. C'est une belle part, oui. C'est vrai que la boulangerie n'a pas lésiné sur la taille de la part. Je mettrai l'adresse de la boulangerie. Elle est à Paris. Désolé pour les auditeurs en dehors de Paris, mais les prochains épisodes seront en dehors. Et donc, je vous propose de répondre à ces deux questions autour de cette pâtisserie. Plusieurs éléments de réponse. Il y a déjà certains efforts que j'ai fait, d'autres que je pourrais faire en plus. Par exemple, je n'ai pas pris l'avion depuis plusieurs années, depuis 2019, et puis la dernière fois c'était pour motif professionnel. D'un côté, il y a des pays que j'aimerais bien visiter qui sont éloignés. D'un autre côté, je me rends compte aussi qu'il y a plein de pays proches que je n'ai pas visités. Donc ça permet aussi de se dire, avant d'aller à l'autre bout du monde, en fait, il y a aussi des zones que j'aimerais bien visiter qui sont pas si éloignées, que je suis loin d'avoir écumé. Donc vous pourriez vous passer de voyages lointains, même si ça vous ferait plaisir. Voilà, en tout cas pour l'instant je m'en passe. Sur l'alimentation, je mange de la viande mais j'en mange peu. Je pense que je pourrais m'en passer. J'aurais beaucoup plus de mal avec le fromage, par exemple. Ça c'est marrant, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Pour moi, ce que le flan est pour vous. C'était la même réponse que Jean Jouzel. Ah ouais, non, alors que bon, l'empreinte carbone du fromage est aussi élevée, mais après, chacun a ses limites. L'idée, c'est pas de vivre en n'émettant pas du tout de CO2, c'est pas forcément faisable, et c'est encore moins faisable, je pense, dans une société qui n'a pas structuré ces efforts-là. Donc, faire les efforts qui nous semblent possibles à l'échelle individuelle, c'est important parce que ça donne d'une certaine manière l'exemple. Dire aux gens qu'il faut pas prendre l'avion quand on prend soi-même, c'est pas crédible. Ou qu'il faut moins prendre la voiture quand on a une grosse voiture, c'est pas crédible. Par contre, si on veut vraiment aller loin dans la décarbonation, il y a un certain nombre d'efforts qui devront être crantés aussi au niveau de la société, et donc là c'est aux politiques aussi de mettre des règles là-dessus, et le politique obéissant à son électorat, c'était aussi à l'électorat de demander aux politiques de mettre des règles là-dessus. Être aussi exemplaire que possible, je pense que c'est bien, enfin exemplaire entre guillemets, mais faire des efforts à l'échelle individuelle, c'est très bien. Il faut pas forcément crucifier ceux qui font pas, dont on pense qu'ils pourraient faire davantage d'efforts. Voilà, chacun a sa vie, et je pense que c'est pas comme ça qu'on arrivera à résoudre le problème. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette part de flan. Ouais, je suis sûr qu'elle est très bonne. En tout cas, elle a l'air très bonne. Merci Maxence Cordiès. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode, et surtout un grand merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Pour le soutenir, vous pouvez le partager, en parler autour de vous et le noter. Vous pouvez également suivre la page Instagram Comment est votre climat, où je publie quelques extraits des futurs épisodes en avant-première. Pour écouter les précédents épisodes et tous ceux à venir, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, et je vous dis à très bientôt.